Bonjour, mon nom c'est Jean d'Armanique Carignan. Je travaille pour la GRC ici à Edmonton, en Alberta. Je voudrais reconnaître que je suis présentement sur les terres du Traité 6, ici au bureau chef de la GRC à Edmonton. Aujourd'hui, le 5 mai, on célèbre la Journée nationale de sensibilisation aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées. Donc, c'est les statistiques qu'on va vous amener aujourd'hui. On va vous parler de ce sujet-là. En espérant qu'on va pouvoir répondre à quelques questions et aider à faire en sorte que ces dames-là ont une meilleure vie par la suite. Par la suite, donc, ce que je vous présente en ce moment sur l'ordinateur, c'est une étude qui a été faite entre les années 1980 à 2012. On a compilé toutes les informations de toutes les forces policières au Canada. Puis, on a mis en sorte que vous pouvez voir les statistiques maintenant qu'on va vous présenter. Donc, en 2013, on avait 600 771 et 554 femmes autochtones au Canada qui étaient disparues. Au niveau des personnes autochtones, on s'est rendu compte que les femmes autochtones représentaient seulement 4,3 % de la population féminine au Canada. Un total de 1181 femmes autochtones sont disparues et assassinées dans les données que nous avons. Ce qu'on peut voir sur les graphiques ici, c'est que 1017 femmes, ce qui représente 16 % de la population des femmes assassinées qui ont été signalées, étaient autochtones. Au niveau de tout ce qui était meurtre, incluant les femmes et les hommes, c'est seulement 5 %. Ça n'a pas l'air très, très élevé comme chiffre. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les femmes autochtones représentent seulement 4,3 % de la population. 11,3 %, c'est toutes les femmes qui ont été assassinées que ça a été signalé à la police. C'est pas ceux qu'on n'est pas certaine ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste ceux qui ont été rapportés aux policiers à ce moment-là. Ce qu'on peut aller voir au niveau des cas qui ont été résolus, c'est qu'au niveau total des femmes autochtones, les cas qui ont été résolus, il y en a 225. Il y en a 120 que c'était des homicides qui n'étaient pas résolus. Puis il y en a 105 qui sont disparus, mais qu'on soupçonne que c'était des actes suspects qui ont fait en sorte que ces personnes-là sont disparues. Quand on regarde le taux de résolution, comparant les femmes autochtones et les femmes qui ne sont pas autochtones, c'est pas mal pareil. Il y a 88 % des femmes autochtones dont les cas ont été résolus, ce qui est 895 cas sur un total de 1017 cas. Pour les femmes non autochtones, c'est 89 % des cas qui ont été résolus. On a été capable de vérifier aussi si on mettait un titre un petit peu plus différent aussi. Donc, on a vérifié les femmes autochtones qui étaient impliquées dans un milieu qui était comme plus sexuel. Donc, exemple, la prostitution ou qui étaient sur des vies un peu plus à risque. Donc, à ce moment-là, le taux de résolution de ces homicides-là était de 60 % pour les femmes autochtones et de 65 % pour les femmes qui n'étaient pas autochtones. Donc, en ce moment, même si on voit que les cas sont pas mal pareils, le niveau de résolution est pas mal pareil pour les femmes autochtones et les femmes non autochtones, toujours garder en tête que la représentation des femmes autochtones au niveau de la population canadienne est de 4,3 %. Quand on regarde au niveau des gens qui sont disparus, donc en 2013, au mois de novembre, on a pris toutes les statistiques, ça incluait tous les gens, les hommes, les femmes, qui étaient disparus, c'était 6 420 cas. À ce moment-là, on a amené un petit peu plus loin, on a juste pris les femmes. Il y avait 1455 cas de femmes disparues au Canada. On a pris cette donnée-là, puis on a fait la séparation entre les femmes autochtones et les femmes qui ne sont pas autochtones. Donc, au niveau des femmes autochtones, on avait 164 femmes autochtones qui étaient disparues. On a séparé cette donnée-là pour savoir est-ce qu'on en a que c'est des gens qui sont juste partis de la maison, est-ce qu'ils se sont perdus, est-ce que c'était un accident, qu'est-ce qui s'est passé, qui était pratiquement une cause connue de pourquoi ils étaient disparus. Puis, dans ce cas-là, il n'y en avait seulement que 59. Ceux qu'on pensait qu'il y avait des actes qui étaient suspects à leur disparition, il y en a un total de 105. Gardez en tête que toutes ces données-là, c'est seulement ceux qui sont rapportés au Canada, dans le Canada au complet. Donc, si la personne n'a pas été rapportée, on ne peut pas avoir cette personne-là au niveau des statistiques.
Pour les gens qui ont été assassinés, pour les femmes qui ont été assassinées, quand on regarde depuis 1980, on va voir on voit que le nombre total des femmes qui ont été assassinées est à la baisse. On voit que le nombre des femmes autochtones assassinées a augmenté de façon proportionnelle. Puis on voit aussi que le nombre de femmes assassinées au Canada est comparable à d'autres pays. Donc, le Canada se classe au 5e rang au niveau des assassinats pour les femmes autochtones. Il y avait un total de 20 313 victimes d'homicide au Canada durant les années de 1980 à 2012. Ça inclut les hommes et les femmes. On avait un total de 6 551 femmes au Canada qui ont été assassinées dans ces années-là. Et puis quand on le sépare, 16 de ce 6 551-là étaient des femmes autochtones, pour un total de 1017 femmes. On avait un total de 83 des femmes qui étaient non autochtones qui ont été assassinées aussi, ce qui donne 5 439 femmes. Puis on avait 1 qui était 95, qu'on n'a pas pu dire si c'était une femme ou un homme. On se dit, OK, on voit qu'il y a beaucoup de femmes non autochtones qui ont été assassinées, tout ça, mais quand on regarde le nombre de femmes autochtones, le pourcentage des femmes autochtones au Canada est toujours à 4,3 À ce moment-là, c'est pour ça que les chiffres sont alarmants au niveau de la disparition des assassinats des femmes autochtones et des jeunes filles autochtones. Quand on regarde les statistiques ici, on voit que de 80 à 89, il y avait 285 femmes autochtones qui ont été disparues ou assassinées. Il y en a eu 310 de 90 à 99, puis de 2000 à 2009, il y en a eu 325. Donc, le chiffre continue à monter au lieu de descendre. On voit aussi que c'est une augmentation qui est proportionnelle chez les femmes autochtones. Après avoir compilé toutes les données, vérifié tous les cas, puis on a comparé les suspects dans chaque cas à ce moment-là, on a pu venir à la conclusion suivante. On a été capable de faire un profil de qu'est-ce que la personne qui commet les actes contre ces femmes-là aurait l'air. Donc, ce qu'on est venu à la conclusion de, c'est que c'était en moyenne un homme de 35 ans, parce qu'il y avait 89 des cas que c'était un homme dans cet âge-là qui avait commis l'infraction. Le taux d'emploi, donc l'homme en tant que tel, celui qui a attaqué une femme autochtone, ceux qui avaient des emplois, il y avait 26 des hommes qui avaient des emplois qui ont attaqué des femmes autochtones, comparé à 41 des hommes qui avaient un emploi qui ont attaqué une femme qui était non autochtone. À savoir s'ils avaient consommé avant de faire l'infraction. 71 des hommes avaient consommé avant de commettre l'infraction contre une femme autochtone, comparé à 31 des hommes qui avaient consommé quand ils avaient commis l'acte contre une femme non autochtone. À savoir, est-ce que la personne avait un dossier judiciaire? Est-ce que la personne qui a commis l'acte avait un dossier judiciaire? 71 de ces hommes-là avaient un dossier judiciaire quand ils ont attaqué une femme autochtone, puis 45 quand c'était un acte commis contre une femme qui était non autochtone. On a aussi 62 des hommes qui avaient une relation violente avec la victime, comparé à 43 des hommes qui avaient une relation violente avec leur victime quand ils attaquaient une femme non autochtone. Aussi, ces gens-là, quand on a vérifié à leur dossier criminel et tout ça, on pouvait voir que 53 de ces hommes-là, quand ils ont attaqué la femme autochtone, avaient été reconnus coupables d'une infraction avec violence, comparé à 27 des hommes qui avaient attaqué une femme qui était non autochtone. Ce qu'on peut voir aussi quand on regarde le profil de la femme qui se fait attaquer. Donc, on a comparé les femmes autochtones aux femmes non autochtones. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que les gens qui se faisaient attaquer pour une femme autochtone, c'était à 63 la dame avait consommé des substances intoxicantes, comparé à 20 pour une femme qui est non autochtone. Quand on regardait au niveau des casiers judiciaires, on avait une personne qui avait 44 au niveau des femmes autochtones, 44 des femmes avaient un dossier judiciaire, comparé à 13 des femmes non autochtones. On voyait aussi que les femmes autochtones étaient plus jeunes. C'était plutôt aux alentours la moyenne d'âge était de 29 ans
pour une femme autochtone comparé à une femme non autochtone qui était la moyenne d'âge de 36 ans. On regardait aussi au niveau, est-ce qu'il y avait un emploi? Sur le taux d'emploi pour une femme autochtone était de 16 comparé à 40 pour une femme non autochtone. On regardait aussi comment que les femmes recevaient un revenu. Donc, les femmes autochtones, à 18 recevaient un revenu d'activité qui était illégale, comparé à 8 pour une femme non autochtone. On entendait souvent, on a souvent entendu auparavant que les femmes autochtones qui se faisaient attaquer souvent étaient probablement liées au travail illicite, à l'industrie du sexe. On a décidé de vérifier ces choses-là, puis on a pu réaliser que seulement 12 des femmes autochtones qui se sont faites assassiner travaillaient au niveau de l'industrie du sexe et 5 des femmes qui étaient non autochtones travaillaient pour l'industrie du sexe. Donc, on peut voir à ce moment-là que ce n'est pas vraiment le facteur majeur pour ces femmes-là quand ils se font assassiner. So, quand on regarde la relation entre la femme et la personne qui l'a attaquée, on se rend compte que pour les femmes autochtones, c'était pas juste pour les femmes autochtones, les femmes non autochtones, c'était souvent quelqu'un qui connaissait. Donc, quand on regarde les statistiques ici, on peut voir que les femmes autochtones, les gens, les époux, les conjoints, quelqu'un de la famille ou quelqu'un avec qui, un ami, c'était là que les pourcentages étaient les plus hauts. Aux alentours de 30 du temps, c'est ces gens-là qui les attaquaient. On s'est aussi rendu compte qu'au niveau des femmes autochtones et des femmes non autochtones, c'était seulement que 8 des assassinats qui étaient perpétrés par une personne étrangère. Comment est-ce que nous, on peut changer les choses? Donc, ce que la GRC décide, c'est qu'on veut prévenir, on veut éduquer autant les gens autochtones que les gens qui ne sont pas autochtones. C'est là que c'est important. Tout le monde doit être dans le même bateau. Puis, on se doit de prévenir et de s'éduquer sur les situations. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce que la GRC s'est engagée à faire et des programmes que la GRC et la province de l'Alberta ont en place en ce moment pour aider ces dames-là. Donc, pour aider ces femmes-là, on fait beaucoup d'efforts de sensibilisation au niveau de la GRC. On s'implique, on fait des collaborations avec plusieurs groupes dans l'ensemble de la province de l'Alberta, puis plusieurs communautés pour planifier des événements communautaires, des camps culturels, puis aussi des événements pour viser à honorer la mémoire des 1200 femmes autochtones disparues et assassinées au Canada. On contribue, on organise des marches avec ces personnes-là dans les communautés pour essayer de sensibiliser la population en général de ce qui se passe avec les femmes autochtones assassinées et disparues. Donc, je vais vous donner à ce moment-là, dans cette page-là, je vais vous donner l'acronyme en anglais, mais il donne aussi en français un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, en partenariat avec le programme de l'Alberta Family Information Liaison Unit, nous, ce qu'on dit, l'acronyme c'est FILU, F-I-L-U, puis le Conseil tribal de North Peace, on participe à des cercles. Il y a toujours un membre de la GRC qui va être là pour aider la famille. C'est des cercles de guérison qui les appellent. On se présente dans la communauté, on va avec eux autres, on leur démontre qu'on leur donne leur support, qu'on supporte leurs idées, qu'on est avec eux autres dans l'événement qu'ils ont vécu. En ce moment, c'est un petit peu plus difficile dû au COVID. On ne peut pas se présenter dans les communautés autant qu'on voudrait, puis ces cercles-là ont été mis sur pause. On ne peut pas vraiment les faire, mais à ce moment-là, en espérant que tout revienne à la normale à un certain point ou quand que ça va être permis de le faire, ça va recommencer. La GRC a toujours une présence dans ces cercles-là. C'est très important pour nous à ce moment-là pour montrer aux communautés qu'on est là pour les aider, qu'on veut travailler avec eux, puis qu'on veut suivre les protocoles qu'ils mettent en place. Un autre programme que la GRC a, ça s'appelle Les femmes sur les terres ancestrales. On dit en anglais « Women on the Land ». C'est un camp culturel qui est organisé par une communauté, mais la GRC participe aussi.
On a ça ici en Alberta. C'est conçu pour des femmes qui vivent dans des communautés qui sont à risque ou qui ont vécu beaucoup de choses elles-mêmes. Donc, qui sont à risque, un taux de suicide élevé, des drogues, des gangs. Il y a eu des femmes qui font partie des femmes assassinées et disparues. On essaye de leur montrer, leur donner des idées, des trucs pour fonctionner dans une journée. On les ramène à leurs origines, mais on leur montre aussi qu'ils sont importants, que ça vaut la peine d'essayer, qu'ils ne sont pas juste une personne parmi tant d'autres, mais qu'ils sont vraiment une personne unique, qui est importante, puis qui a le droit d'avoir une belle vie, puis qui a le droit de pousser. On a un autre programme qui avait été mis en place, ça s'appelle les stratégies d'autonomisation des femmes autochtones. Donc, c'était un programme qui avait des adolescentes entre 18 et 17 ans. Ces personnes-là se rencontraient sur une journée par semaine, sur une base régulière pour une année complète. Ça avait été mis en place par le sergent Kim Mueller à démontrer à ces jeunes-là, à leur démontrer des habitudes de vie au niveau de l'éducation physique, des sports, cuisiner, faire des pâtisseries. Elle avait des gens qui allaient avec elle, qui leur donnaient des présentations. C'était des femmes autochtones qui sont des modèles pour ces jeunes-là. Elle a expliqué que ça avait très bien été, que les demoiselles qui avaient commencé le programme ont fait toute l'année. Puis, ça avait été mis en place avec la réserve de Enoch, puis avec Paul Band. C'était deux réserves ici en Alberta que les jeunes filles venaient d'eux, puis qui s'impliquaient dans ce programme-là. C'était juste de leur montrer que le cycle que leur famille avait passé à travers ou que leurs amis passent à travers pouvait être brisé. Leur donner les outils pour pouvoir fonctionner dans une vie régulière, pour pouvoir aller et dire « OK, je suis capable de faire ça, j'ai les outils pour le faire ». Leur donner une confiance en elles-mêmes pour pouvoir avoir la petite poussée qui leur manquait pour dire « OK, je peux faire ça, moi aussi, je suis capable de le faire », de leur donner une confiance. On a aussi, au niveau de la GRC, des programmes qui travaillent avec les familles et les victimes. Donc, on va parler de quelques programmes. On continue de travailler avec beaucoup de partenaires communautaires, comme le Bureau des services aux victimes, qui est pas seulement pour les gens autochtones, qui est pour toute personne qui est victime d'un crime ou qui ont perdu quelqu'un qui était victime d'un crime. C'est des gens qui sont là pour les aider avec leur support, les aider à avancer, les aider à passer à travers. On a le programme de justice réparatrice. On a les fonds de l'Initiative de la lutte contre la violence conjugale de la GRC. Puis, le programme que je vous parlais tantôt, FILOU, est ici, c'est l'unité d'information et de liaison pour les familles. On a aussi ici en Alberta ce qu'on a commencé en 2019 officiellement. C'était un programme qui était connu auparavant, mais qui a officiellement commencé ici en Alberta en 2019. C'était le protocole de la plume d'aigle. Ce protocole-là, c'est quand on regarde les gens qui vont à la cour, puis qui affirment ou qui prennent sur la Bible ou des choses comme ça. Ces gens-là, à ce moment-là, une personne autochtone peut, à ce moment-là, prendre une affirmation sur la plume d'aigle. Ces plumes d'aigle-là ont été délivrées dans les détachements à travers l'Alberta par les gens qui travaillent à la section des services policiers autochtones ici à Edmonton. Ces gens-là ont livré les plumes au détachement, puis il y avait tout le temps une personne de la communauté qui venait, puis qui acceptait la plume pour eux autres. C'est une grosse représentation pour ces gens-là, c'est important, puis c'était un pas vers quelque chose de positif. Au niveau des normes policières, donc ce que la GRC s'est engagée à faire pour aider, pour améliorer la façon que les choses sont faites par les membres de la GRC, on s'est fait donner des cours. Il y a des cours qui sont en ligne, il y a des cours qui sont face à face avec les instructeurs. Donc, on avait la sensibilisation des Autochtones et des Premières Nations. On a un cours de sensibilisation et humilité culturelle, sensibilisation des employés au parti pris, utilisation d'une approche fondée sur les traumatismes, des camps culturels communautaires, le cours de formation sur les perceptions des Autochtones, puis on avait l'exercice, ils appellent ça l'exercice de couverture Kairos. C'est un exercice qui
qui est très important. Je l'ai fait personnellement, puis j'ai énormément apprécié. Le cours d'information sur les perceptions des Autochtones, c'est un cours de 5 jours face à face avec les gens, avec les instructeurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent vous parler sur qu'est-ce qu'il en était. Mais c'est des cours qui sont obligatoires, pas juste pour les policiers de la GRC, mais pour les employés en général. Donc, tous les gens qui sont au service public, de la personne qui est celle qui nettoie nos locaux à celui qui commande la province, ces cours-là sont obligatoires pour les employés de la GRC. Ça donne une très bonne compréhension au minimum de ce que les gens ont passé à travers, de ce que les personnes autochtones ont passé à travers. Puis c'est un pas dans la bonne voie pour pouvoir ouvrir les esprits, puis être capable d'avoir un dialogue avec ces gens-là. On essaie aussi d'avoir une augmentation au niveau de la représentation autochtone au niveau de la GRC. Ce qu'on dit par là, c'est que le commandant de la province de l'Alberta a un comité qui est 12 personnes autochtones dans ce comité-là pour l'aider, pour le guider au niveau des protocoles, pour le guider pour être sûr que la province avance dans la bonne direction, respecte les protocoles, respecte les cultures, respecte les façons de penser, les façons de voir les choses des personnes autochtones. Ces gens-là sont là pour le supporter, pour l'aider et le guider dans la bonne voie. On a des groupes consultatifs communautaires. On a un comité consultatif du commandant divisionnaire sur la diversité culturelle, puis on a un recrutement accru des Autochtones. Pour la division K ici, pour la GRC, je peux parler en connaissance de cause, puisque je suis au recrutement. On essaie de se présenter à chaque fois qu'il y a un événement autochtone, on essaie d'être présent à cet événement-là. On essaie de leur montrer, regardez, c'est un emploi que vous pouvez faire, c'est possible. On travaille aussi en partenariat avec le service autochtone policier de la GRC ici à Edmonton. Ils sont dans les mêmes bureaux que nous autres. Donc, quand on a des événements autochtones, on demande toujours d'avoir un de leurs agents qui vient avec nous pour avoir une bonne représentation, pour être sûr qu'on fait les choses de la bonne façon. Donc, l'effort est là. C'est un travail en progrès, mais l'effort est là. On essaye de faire en sorte d'avoir une bonne représentation des communautés qui sont patrouillées en Alberta par les bonnes personnes. On a aussi amené des changements au niveau des dossiers pour les violences conjugales, au niveau des politiques. Donc, au début, les dossiers pouvaient être faits, mais la supervision était là, mais on s'est rendu compte que ça demandait plus de supervision. Donc, depuis un bout de temps, ce qui arrive, c'est que si un policier a un appel qui doit aller sur une violence conjugale, c'est obligatoire. Le rapport doit être complété avant que le policier termine son quart de travail, pour être sûr que la personne est attachée au bon soutien, aux bonnes organisations pour pouvoir passer à travers, pour être sûr que la personne est en sécurité, tout ça. Dans le premier 24 heures qu'un dossier de violence conjugale est rapporté à la police, il doit avoir un superviseur qui vérifie le dossier, qui revise le dossier pour être sûr que tout a bien été enclenché, que la personne est bien soutenue, que la personne est protégée, puis que si le suspect n'a pas été arrêté, que les recherches continuent pour pouvoir arrêter le suspect. Il y a aussi, si le dossier est continu, on doit avoir une révision du dossier en dedans de 72 heures. Donc, il y a une autre personne qui va réviser le dossier 72 heures après le premier 24 heures. Si le dossier continue encore, il y a une révision qui va se faire à chaque 7 jours. Donc, si le suspect n'a pas été arrêté dans le premier 72 heures, il y a toujours une révision qui va être faite jusqu'à temps que le suspect soit arrêté, puis que le dossier soit allé à la cour. Il y a plus de supervision. On veut juste être certain que les personnes sont connectées avec les bonnes informations, les bons outils pour pouvoir passer à travers la situation malheureuse qui ont été impliquées. On a aussi une section ici en Alberta qui est la création du groupe des personnes disparues. Donc, c'est une section spécialisée que si un policier dans un détachement reçoit un rapport que quelqu'un est manquant, qui est disparu, cette section-là, à ce moment-là, va aussi toujours regarder que le dossier est enquêté comme il faut, que tout a été fait, que tous les points qui pouvaient être vérifiés ont été vérifiés.
Comme les violences conjugales, le dossier va être révisé à 24 heures et à 72 heures, et ça va continuer comme ça jusqu'à temps que la personne soit retrouvée. C'est un dossier qui va être catégorisé de risque élevé, tant qu'on n'aura pas plus d'informations. Puis la famille va toujours être tenue au courant des progrès qui sont réalisés dans l'enquête. Un communiqué de presse va aussi être envoyé pour être certain que si la personne est dans une autre province ou ailleurs, plus loin que où est-ce qu'on pense qu'elle pourrait être, que cette personne, que les gens sachent qu'on cherche quelqu'un. On a aussi le programme des données génétiques pour les personnes disparues. Donc, ce programme-là, c'est une base de données qui garde au niveau de l'ADN. Donc, si moi, exemple, mon garçon est disparu, je peux aller voir ces gens-là, leur donner un échantillon d'ADN. Puis, si jamais il y a des ossements ou un corps qui serait retrouvé, ils peuvent prendre l'ADN de ce corps-là, puis le comparer à la base de données qu'ils ont. Si ce serait mon garçon, à ce moment-là, moi, ayant remis mon ADN, ils vont pouvoir associer ce qu'ils ont retrouvé à une personne qui est déjà dans la base de données. Donc, c'est une donnée qui est très importante à ce moment-là, puisque s'il y a des ossements ou un corps qui sont retrouvés qu'on ne peut pas identifier physiquement, ça peut toujours être une façon d'identifier la personne, puis de pouvoir dire à la famille que la personne a été retrouvée, que c'est pas une fin très heureuse, mais qu'au moins les recherches sont finies, qu'ils peuvent avoir une certaine fin d'histoire pour ces personnes-là. Donc, pour compiler toutes les données que je vous ai données, c'est là que c'est important pour la GRC. On essaye de s'impliquer le plus possible. On essaie d'éduquer nos policiers, on essaie d'éduquer tous les employés de la GRC, pas juste les policiers. Mais c'est un effort que toutes les communautés doivent faire, c'est un effort que tous les gens à travers le Canada doivent faire. On s'implique, on essaie de leur montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans leur passé qui les ont blessés, qui leur fait mal, qui leur reste en tête. C'est un cycle. On essaye le plus possible de briser ce cycle-là pour montrer aux gens, regardez, vous pouvez le faire. Ces femmes-là, c'est important pour eux autres. Pour nous, pour les gens de la GRC, c'est important de leur montrer, regardez, on est là pour vous aider, on est là pour vous supporter. On essaye d'avoir le plus d'outils possible pour pouvoir vous aider. On leur demande aussi leur aide pour être sûr qu'on respecte les protocoles, on respecte leurs croyances, on respecte leur culture. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours rejoindre le service de la police autochtone de la GRC à l'adresse courriel que vous voyez ici. Ils vont vous répondre, ils vont essayer de vous aider. On est là pour ça. S'il y a quoi que ce soit, gênez-vous jamais, essayez de nous rejoindre. Merci.